On se lance aujourd'hui dans une analyse passionnante, je crois, autour d'un livre qui porte vraiment bien son nom. Le fabuleux chantier, rendre l'intelligence artificielle robustement bénéfique. Tout un programme? Ah oui. Et le sujet, l'IA, on a l'impression d'en entendre parler partout, tout le temps, souvent comme une promesse un peu lointaine ou une menace de science-fiction. Exactement. Mais justement, le point de départ du livre, c'est de dire non, non, ce n'est pas le futur, c'est maintenant. L'IA a déjà complètement redéfini les règles du jeu dans notre quotidien, C'est déjà là. c'est ça. Et notre mission, c'est de décortiquer les arguments de ce livre pour comprendre une chose simple au fond, comment on en est arrivé là, pourquoi cette technologie est déjà si fondamentale. Et pour bien comprendre, le livre nous invite d'abord à faire un grand ménage dans nos esprits. Il faut vraiment mettre de côté les images de science-fiction, les robots qui pensent, tout ça. Les super intelligences conscientes. Voilà. Les auteurs, eux, proposent une définition beaucoup plus terre-à-terre, presque. Décevante au premier abord. L'IA, c'est un outil de traitement automatique de l'information. C'est tout. C'est tout. Mais ça change tout. Ah, ça change radicalement la perspective. Parce qu'avec cette grille de lecture, on se rend compte que l'IA est partout. Un simple thermostat qui ajuste la température, c'est une IA. Il capte une info, la température, et il l'agit. C'est ça. Et à l'autre bout du spectre, l'algorithme de YouTube qui nous recommande la prochaine vidéo, c'est une IA infiniment plus complexe, mais le principe reste le même. Traiter de l'info pour prendre une décision. Exactement. Et c'est ce traitement de l'information qui est au cœur du fabuleux chantier. Alors, le livre, il s'articule autour de 3 idées fortes. Premièrement, il est urgent de s'assurer que ces IA soient bénéfiques pour l'humanité. D'accord. Deuxièmement, c'est un défi technique et philosophique monumental. Et troisièmement, ce chantier est tellement vaste qu'il a besoin de talents venus de tous les horizons, pas seulement des informaticiens. Logique. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur le point de départ, comprendre cette omniprésence. Pourquoi est-ce une urgence? Parce que, comme on disait, c'est déjà là. Le livre aborde ça avec un concept que je trouve génial, celui du mirage de l'IA. Ça vient d'un des pionniers du domaine, John McCarthy. Ah oui, En gros, il disait que dès qu'une IA fonctionne et qu'elle devient banale, on arrête de l'appeler IA. Je n'y avais jamais pensé, mais c'est tellement vrai. c'est très juste. C'est très juste. Quand l'ordinateur Deep Blue a battu Kasparov aux échecs en 97, c'était le sommet de l'IA. Aujourd'hui, mon téléphone peut faire la même chose et ça me semble juste être une application normale. C'est un phénomène psychologique fascinant en fait. La magie disparaît au profit de l'utilité. Le livre nous dit, pour comprendre la puissance de l'IA, il faut regarder au-delà de ce mirage. Il faut se concentrer sur les capacités fondamentales, les super-pouvoirs si on veut, qui rendent ces outils si efficaces. Et c'est quoi la première capacité ? Alors la première, paradoxalement, est la plus ennuyeuse du monde. C'est la fiabilité. La fiabilité, ça ne fait pas très science-fiction en effet. On pense à quoi? Au fait qu'une calculatrice fait mieux les additions que nous? C'est un peu l'idée de départ, oui, mais poussée à une échelle inimaginable. Il ne s'agit pas de la fiabilité d'un calcul, mais de la fiabilité de systèmes entiers qui gèrent nos vies. D'accord. Prenez le système bancaire, c'est un exemple que le livre développe. Des milliards de transactions sont traitées chaque jour dans le monde. Imaginez une seconde si on devait faire ça à la main, Oh là là, l'horreur. avec des armées de comptables. Le nombre d'erreurs, les délais, le chaos. L'automatisation par l'IA offre une fiabilité quasi absolue qui est le socle de notre économie moderne. On n'y pense plus, tellement c'est devenu normal. C'est vrai. On le prend complètement pour acquis. Et le livre donne un autre exemple qui m'a frappé, les smart grids, les réseaux électriques intelligents. Oui, Gérer un réseau électrique, ça me semblait assez simple. On produit, on consomme. Mais en réalité, c'est un cauchemar d'équilibriste, n'est-ce pas? un cauchemar, exactement. Il faut que la production et la consommation soient parfaitement égales, à chaque seconde. Avec les énergies renouvelables, comme l'éolien ou le solaire, la production est devenue hyper intermittente. Ah oui, un nuage passe et... Et la production chute. Une rafale de vent à 3 heures du matin, la production explose. Aucun groupe d'humains ne peut réagir assez vite pour gérer ces fluctuations constantes à l'échelle d'un pays. C'est une tâche de traitement d'informations en temps réel, un problème parfait pour une IA qui ajuste le réseau avec une fiabilité surhumaine. Je comprends mieux. Mais là où ça devient vertigineux, c'est quand cette fiabilité touche directement à la sécurité humaine. Le livre parle beaucoup des voitures autonomes. Bien sûr, L'argument central, c'est que les IA seront plus fiables que nous. J'avoue que ça me laisse un peu sceptique, hein. On est vraiment prêt à confier une décision de vie ou de mort à une machine. c'est la question que tout le monde se pose. Et le livre y répond de manière assez brutale, avec un chiffre. Plus d'1 million de morts sur les routes chaque année dans le monde, causés par des conducteurs humains.
Ah oui, quand même. L'humain est un conducteur terriblement peu fiable. On est fatigué, distrait par notre téléphone, on boit de l'alcool. Une IA n'a aucun de ces défauts. L'argument du livre n'est pas que l'IA sera parfaite, qu'il n'y aura jamais d'accident. Non, bien sûr, hein. L'argument, c'est qu'elle sera, statistiquement et de très loin, plus fiable que le conducteur moyen. Et c'est cette promesse de fiabilité qui pousse des milliards d'investissements dans ce domaine. D'accord. Donc l'IA est fiable. Mais ce n'est pas tout. Le livre enchaîne sur une deuxième capacité qui découle de la première IA, la vérification. Hmm. On peut utiliser une IA non seulement pour qu'elle soit fiable elle-même, mais pour qu'elle vérifie la fiabilité des autres. Je pense tout de suite à un truc que je fais 10 fois par jour, déverrouiller mon téléphone avec mon visage. Hmm. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. C'est une IA qui vérifie votre identité. Un acte simple, banal, pour le confort. Et cette idée, elle se déploie à plus grande échelle. L'aéroport de Miami, cité dans le livre, utilise la reconnaissance faciale pour l'embarquement. Plus besoin de chercher son billet. Voilà, on passe devant une caméra, c'est plus rapide. Mais c'est là qu'on observe un glissement fondamental, que le livre met très bien en lumière. La même capacité, la vérification, change de nature simplement en changeant d'échelle. Comment ça, elle change de nature? Un acte de convenance à l'échelle individuelle, comme déverrouiller son téléphone, devient un outil de contrôle potentiel à l'échelle d'une société. Quand on répète cette vérification des millions de fois, à des endroits et des moments différents, elle change de nom. Elle devient... Elle devient de la surveillance. Et là, les applications sont infinies. Le livre parle de l'industrie, où des caméras IA scrutent les chaînes de production pour repérer des défauts. Invisibles à l'œil nu sur des millions de pièces. C'est une surveillance de la qualité. On parle aussi de la surveillance d'infrastructures critiques, analyser en continu les vibrations d'un pont pour anticiper une fissure, écouter le son d'un moteur d'avion. Absolument. Ce sont des applications de surveillance qui peuvent sauver des vies. Le livre mentionne aussi le suivi des ressources naturelles, comme analyser des images satellites pour suivre la déforestation. Mais il pointe aussi, et c'est inévitable, la surveillance des populations. Oui, forcément. La même technologie peut servir à optimiser le trafic urbain, ou chouk, à mettre en place un système de crédit social. Le livre ne prend pas parti, mais il souligne que cette capacité de vérification à grande échelle est un outil d'une puissance inouïe. Fiabilité, vérification. Mais ce qui me fascine le plus, c'est la vitesse et l'échelle. Et ça, c'est la troisième capacité, l'automatisation. La capacité à faire des choses qui ne sont pas seulement difficiles pour un humain, mais physiquement impossibles. C'est un changement de paradigme complet. L'exemple historique que le livre rappelle, c'est la démonstration du théorème des 4 couleurs en 1976. Ah, ça me dit quelque chose. C'est un problème mathématique qui disait, en gros, que n'importe quelle carte peut être coloriée avec seulement 4 couleurs sans que 2 pays voisins aient la même. La preuve nécessitait de vérifier un nombre de configurations si astronomique qu'aucun humain ne pouvait espérer le faire sans erreur. Et un ordinateur l'a fait. Exactement. C'était l'une des premières fois qu'une machine résolvait un problème purement intellectuel inaccessible à l'homme. Et aujourd'hui, cette échelle a explosé. Le livre donne un chiffre qui m'a laissé sans voix. En 2017, une IA de la banque JP Morgan a analysé des milliers de contrats de prêt. Elle a fait en quelques secondes ce qui aurait pris 360 000 heures de travail à des avocats. C'est un chiffre qui donne le vertige. 360 000 heures. Faisons le calcul. 360 000 heures, c'est l'équivalent de 170 années de travail pour une personne à temps plein. C'est fou. Le tout en quelques secondes. On n'est plus dans l'optimisation là. On est dans une dimension qui n'a plus rien à voir avec les capacités humaines. C'est exactement ça. C'est comme les recherches Google. On parle de milliers de milliards de recherches par an. Ça fait des dizaines de milliers à chaque seconde. Il est juste impossible d'imaginer un service équivalent géré par des humains. Tout à fait. L'automatisation à cette échelle ne rend pas juste les choses plus rapides, elle rend des services entièrement nouveaux possibles. Et c'est là que ça devient intéressant. Et cette puissance d'automatisation, elle s'immisce de plus en plus dans nos processus de pensée, ce qui nous amène tout droit à la 4e et dernière capacité, l'aide à la décision. D'accord. Ça commence toujours de manière très innocente, très utile. Le livre prend l'exemple de Gmail qui suggère la fin de nos phrases. On commence à écrire « je serai » et il propose « disponible demain matin ». C'est une aide. Ou le GPS. Il me suggère un itinéraire pour éviter les bouchons. C'est clairement une aide. Mais la décision finale m'appartient. Je peux l'ignorer. Vous gardez le contrôle. Je garde le contrôle. Mais le livre met le doigt sur un processus très subtil, presque invisible.
comment l'aide à la décision se transforme peu à peu en décision tout court. Et pour illustrer ça, il y a un exemple que tout le monde connaît. Le filtre anti-spam. Exactement. C'est un exemple à la fois banal et incroyablement révélateur. Vous vérifiez encore souvent votre dossier spam, vous? Franchement, presque jamais. Peut-être une fois tous les 6 mois si j'attends un email très important qui n'arrive pas. Mais c'est vrai qu'au début, il y a 15-20 ans, je le vérifiais tous les jours. Bien sûr, tout le monde le faisait. L'IA mettait des emails de côté en disant «ceci est probablement un spam» et moi je faisais la vérification finale. Je gardais le contrôle. Et c'est là que tout se joue. Aujourd'hui, comme vous le dites, la fiabilité des IA de Google est devenue si bonne que l'immense majorité des gens a arrêté de vérifier. Le livre parle d'un passage du doute systématique à la confiance par défaut. La confiance par défaut, j'aime bien l'expression. On fait une confiance quasi aveugle au jugement de la machine. Et sans qu'on s'en rende compte, le basculement a eu lieu. La machine ne m'aide plus à décider ce qui est un spam. Dans les faits, elle a décidé pour moi quels emails je ne verrai probablement jamais de ma vie. La suggestion est devenue une décision de facto. Et on a tous accepté ça, parce que c'est incroyablement pratique et que 99,9% du temps, ça fonctionne parfaitement. Donc pour résumer ce que le livre nous explique, l'IA n'est pas devenue omniprésente par magie. C'est le résultat de ces 4 capacités fondamentales qui, dans des domaines précis, surpassent les nôtres. Une fiabilité à toute épreuve, une capacité de vérification qui peut se muer en surveillance, une puissance d'automatisation qui change la nature du travail, et enfin, une aide à la décision si pertinente qu'elle devient la décision elle-même. Ces outils ne sont donc pas juste des gadgets, de la gestion de notre réseau électrique à la vérification de notre identité, en passant par le tri de nos informations. Ils façonnent déjà activement le monde dans lequel on vit. Ce n'est pas une perspective d'avenir. Non, c'est le constat du présent. Et c'est ce qui rend la première thèse du livre, l'urgence de rendre ces systèmes robustement bénéfiques, si percutante en fait. Et ça nous amène à la pensée finale, qui est vraiment au cœur du message du livre. Les auteurs insistent sur une chose. Le risque le plus immédiat, ce n'est pas une IA malveillante, façon Skynet. Non. Le vrai danger, celui qui est déjà là, sous nos yeux, il vient des effets secondaires. Des conséquences imprévues et indésirables d'IA qui font parfaitement ce pourquoi elles ont été programmées, mais sans prendre en compte le tableau d'ensemble. D'accord, je vois. Alors, la question que le livre nous laisse est la suivante. Si on a déjà délégué en toute confiance une décision comme le tri de nos emails à une IA relativement simple, quels sont les effets secondaires que l'on ne voit pas encore lorsque des systèmes bien plus puissants et influents, comme les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux, décident de ce que des milliards de personnes voient, pensent et croient chaque jour?